Le monde a changé. Je le vois sur BFM TV. Je le ressens toujours plus chaque été. Et je sens tout ça totalement m'échapper. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Car il y a encore beaucoup trop de gens comme moi qui se disent conscients des enjeux environnementaux, mais n'ont pas vraiment la volonté de changer. J'ai ici avec moi un homme qui vient de contredire ses convictions. Il vient d'acheter du plastique. Ouais bon c'est bon, ça a l'air bon, il y a marqué pour un véritable moment de plaisir dessus. Et en ce moment j'ai besoin d'être heureux, ok? Pour un véritable moment de plaisir. Le plaisir c'est le bonheur. Le plaisir c'est quoi? Le bonheur. Le bonheur c'est quoi? La crème glacée double chocolat de luxe. Marqué de luxe. C'était pas cher, j'ai craqué. Mais ça l'est... Ta gueule. Mon pote avait raison. Concernant l'écologie, j'étais encore à la ramasse, à des kilomètres de la réalité. Il me fallait donc rencontrer des gens vraiment engagés. Et l'hiver dernier, alors que je voyageais pas loin de Cologne en Allemagne, c'est finalement arrivé. 35 000 manifestants. 35 000. C'était incroyable ici. Pendant plusieurs mois, des activistes ont occupé le village de Lützerath, menacé de destruction par l'extension d'une mine à ciel ouvert de lignite, une sorte de charbon. Ce projet présente des conséquences désastreuses pour l'environnement et les poumons de pas mal de personnes. Mais malgré une mobilisation acharnée, la compagnie minière et les forces de l'ordre ont eu raison de la résistance des militants. En janvier 2023, Lützerath sera finalement rasé. Les feux là, oh, la lumière, c'était Lützerath. C'est un des bagarres, je connais pas. Peut-être. Je vois Une personne plus là, non. Je vois les lumières du coup. C'est triste, c'est vraiment triste. Lützerath. Il y a comment? Lützerath ist Geräumt, Samin, on a détruit tout ça. Lützerath est détruit, mais toujours encore, il y a des manifestants qui campent, on peut dire ça comme ça? Qui campe, oui. Qui campent dans les villages, dans les environs. So this is the campment. Yeah, this is the main camp. I think they already started deconstructing it. Okay. What was the purpose of this campment? It was A place for people to go that have been evicted and left their homes, and for the demonstrations to happen. yeah, so the people who went to protest also went to Yeah. stay here. Yeah, so you can stay here. It's not my tent, but it's a tent of a friend. Yeah. And on the right side, it's my stuff. On the Yeah. left side, the person will leave today at 5. Yeah. So it will be clear. The whole side will be clear. Yeah. So where should I leave my backpack now? Probably in the back. Okay, so the other side? Yeah, on the back. Yeah, Okay. because there's. Entre le froid, la boue, la fatigue, les maladies, les coups de matraque, les gaz lacrymaux ou encore le risque d'emprisonnement, j'étais abasourdi en réalisant à quel point l'engagement des activistes était rude. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'autant de personnes en sont-elles venues à endurer tout ça? Juste parce qu'on va brûler un petit peu de charbon? Évidemment, le problème est bien plus complexe. Et il était temps pour moi de méditer un petit peu sur la situation. Comment en est-on arrivé là? Et concrètement, quelles menaces pèsent sur nos épaules? On m'avait parlé d'un monde qui, après avoir connu guerre et misère, voulait créer un univers d'abondance et de confort, triompher de la souffrance, peut-être même de la mort. La nature est riche, pleine de charbon, de pétrole, et nos progrès scientifiques n'arrêtent pas leur envol. L'agriculture intensive nous nourrira toujours plus, on construira des logements pour tous, on pourra se déplacer à volonté d'un bout à l'autre de la Terre, peut-être un jour sur la Lune ou même Mars. La croissance sera infinie. Les individus épanouis. La paix universelle. Puis on m'a parlé du monde d'aujourd'hui, qui a cru à cette vision avec trop d'enthousiasme et peu de retenue, tandis qu'on s'aperçoit que les ressources planétaires sont limitées et profitent seulement à une minorité de la population au prix de la sueur de la majorité. La nature s'épuise sous les coups de la déforestation, les sols sont étouffés par les pesticides et le béton, l'air est pollué par notre ciel rempli d'avions, et à force de faire brûler du pétrole et du charbon, c'est un inquiétant réchauffement planétaire que notre science et notre opulence ont généré. Il serait encore temps de stopper la machine. Mais les puissants pensent que c'est la machine qui va nous sauver.
On m'a enfin parlé d'un monde pour demain, où nous aurions passé à un point de non-retour. Les surfaces habitables diminuent de jour en jour. La température est montée trop haut, et la science n'a pas trouvé de miracle pour l'en empêcher. Les rivières et les lacs sont asséchés, les terres incultivables, inhabitables, parfois brûlées. La banquise a fondu, le niveau des eaux a monté, des îles entières sont immergées. Des millions de personnes sont sur les routes, à la recherche d'un nouveau foyer. Les ressources restantes sont trop faibles pour nourrir la population qui n'est pas morte de faim ou de chaud. Ce chaud extrême, qui épuise les esprits, perturbe le sommeil et devient le terreau de la violence. Fatalement, c'est le sang d'une humanité désespérée qui viendra nourrir la terre. Et alors que les années passeront, la nature se rétablira sur les ruines de notre civilisation. Bah oui, ensuite on va aller acheter les steaks de soja. Le marketing, ils savent plus quoi inventer. Je disais de me mettre un petit peu là à consommer mieux pour la planète et tout. Là j'ai acheté un steak de soja bio et tout, je me dis c'est pas mal, tu vois. Vas-y, fais voir. Il y a marqué vegan dessus, donc je pense que c'est bien, tu vois. Bah en vrai c'est bien de vouloir manger moins de viande et tout pour la planète et tout, mais ça reste emballé dans du plastique, puis ça vient de loin quoi, c'est nul. On peut voir. Ok. Parce que du coup les haricots origine Kenya, pareil, c'est nul. Bah ouais, ça a traversé une mer pour venir quoi, donc je sais pas combien de litres de kérosène quoi. Ok. Ah merde. Pas toujours évident de savoir quoi faire. Mais bon, à la télé, ils ont dit qu'on est tous un peu responsables et que chaque petit geste compte. Allez, c'est que 6 étages, mec. C'est bien de pas utiliser l'ascenseur pour la planète. 4ème, plus que 2. C'est l'écologie, mec. Il y a une jolie vue, tu vois. On n'aurait pas eu cette vue si on avait fait l'ascenseur. Ouais, une jolie vue, c'est vite dit. Comment ça, vite dit? Vas-y. Mais non, mais... Quoi, on est au 4ème? Ah, j'avais entendu 6ème. Bah, enfin, je peux plus du coup. Parce que je suis devenu végétarien, c'est pour la planète. Depuis quand, genre, t'es végétarien? Pas longtemps, mais c'est chiant en fait. Enfin, c'est. Ça te donne envie quand même. Sois fort, tu es fort. C'était sympa de passer du saucisson au houmous. Mais bon, lui aussi était emballé dans du plastique. Comme à peu près tout ce que je trouve au supermarché. Je sens que ça risque de me prendre la tête tout ça. J'ai un temps eu l'espoir que les grands cerveaux de l'humanité nous sauvent de là. Mais bon, on aura vraiment le temps et les matériaux pour construire des voitures électriques pour tous les habitants de la planète. En plus, j'ai pas trop la thune en ce moment. Effectivement, la prise de tête était partie pour durer longtemps. Saviez-vous que la production de viande nécessite énormément d'eau? Il faut d'abord de l'eau pour irriguer les cultures de céréales ou de légumineuses que l'on donne à manger aux animaux. Bien sûr, il faut aussi beaucoup d'eau pour les abreuver. Par exemple, une vache en lactation peut boire entre 50 et 100 litres d'eau par jour. Ainsi, sous l'effet des déjections des animaux, des antibiotiques, des engrais et des pesticides utilisés pour les cultures destinées à nourrir les animaux, l'élevage est aujourd'hui la plus grande source de pollution de l'eau dans le monde. En fait, selon la FAO, le secteur de l'élevage contribue au réchauffement climatique à hauteur de 14,5%, dont 8,8% des émissions dans l'atmosphère proviennent des bovins. Spécialité de la maison, le quadruple pontage coronarien. C'est le nom de ce hamburger aux 4 tranches de steak haché, 20 tranches de bacon et 10 de fromage. Poids du sandwich, 1 kg et 8000 calories. L'apport énergétique de 9 repas. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, we need some global warming.
It's freezing. Les climatologues s'accordent à dire qu'en Australie, l'intensification des périodes de sécheresse et de l'augmentation des températures sont des conséquences du réchauffement climatique et sont amenées à s'aggraver. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? C'était juste chiant. On nous donne la sensation que l'humanité est foutue, que nous sommes individuellement responsables de ça, et quand on fait des efforts, on a l'impression qu'en fait, une majorité s'en fout complètement. Que si ça se trouve, on est simplement les pigeons d'une mauvaise blague. On en vient à détester les gens, les dirigeants, la société, l'espèce humaine. On n'ose plus se projeter dans l'avenir. Certains renoncent à donner la vie, tandis que d'autres vont jusqu'à écourter la leur. J'ai fini par en avoir marre de ce sentiment d'impuissance. Alors j'ai choisi la facilité. Fermez les yeux. Si on va tous crever d'ici 2030, pourquoi ne pas vivre ma meilleure vie en attendant? Quindi è la pizza mascarpone. No, è magnifica. Les dingueries se sont enchaînées. En demandant l'hospitalité à des locaux, je fais énormément de rencontres. À un moment, je me suis même fait héberger par des flics dans une ville paumée en Catalogne. Et je me ferai même inviter à une compétition d'autostop organisée par une université polonaise. Cracovia, Brno, Czechia, Slovakia, Bulgaria, Budapest, Serbia, Bulgaria, Bulgaria, Sofia, and now Grecia. no Grecia. And you? Ukraine? Or... Ukraine, Yeah? Le stop a été la bouffée d'air dont j'avais besoin. Et alors que j'explorais l'Europe de l'Est, c'est devenu l'élan qui m'a progressivement fait ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Et le bidonville, il fait quelle taille ici? Alors là, t'as cette rue, et en fait, ça va de l'autre côté jusqu'au rail. Il n'est pas très grand. Mais pour un pays de l'Union Européenne, c'est affreux. Et ça, c'est pas des migrants ou des Syriens, ou quoi, c'est des Roumains, ça. Ça, c'est des Roumains que le gouvernement n'aide pas. Ok. Chaud. So I'm doing this job for my family, for my daughter, for my wife, for my parents. You know, it's in our country. It's I don't know what to say, disaster. You know, you don't have enough money to live and to live good. Yeah. That's why. Yeah, that's what I'm gives driving. You... Yeah. I'm working like a truck driver. Yeah. Le vent me portera jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où je me retrouverai à servir des cafés à des réfugiés de guerre. C'est là que j'ai compris que tous ces concepts terribles dont on me parlait à l'école, la misère ou la guerre, ce n'étaient pas juste des histoires pour faire peur. Ça pouvait du jour au lendemain faire partie de ma réalité. L'adversité est inévitable. Et peut-être que mon éco-anxiété n'était qu'un signal d'alarme, m'invitant à regarder le monde en face et chercher une manière de me préparer. Alors quand j'ai entendu parler des manifestations à Lützerath quelques mois plus tard, j'ai levé le pouce pour y aller et me confronter pour de bon au casse-tête environnemental. We have lost so many species in the last 30 years. We have made the air so much more polluted. We have made the sea full of plastic. We have started melting the polar ice caps, and we are still talking about how can we keep supplying energy to our homes. I think if people just opened their eyes and took at what's happening in the world, they would realize that climate change is real. Pourrais-je un jour vivre sereinement tout en ayant conscience des enjeux environnementaux? Voilà la question existentielle à laquelle j'avais besoin de trouver une réponse. Ma première certitude, c'est que je ne trouverai de la sérénité qu'en agissant. J'ai donc décidé de me confronter à toutes les manières d'agir pour l'environnement, de la plus accessible à la plus radicale. J'ai commencé mon enquête à Bruxelles, en rendant visite à Fanny, une amie autostoppeuse qui est plutôt calée sur les éco-gestes qui ont un réel impact et sont simples à mettre en place. Ouais, il est mastoc, mec. Et ça, c'est de saison du coup? Ouais, il n'y a plus beaucoup de saison. Tout ça, c'est tout ce qui est racine. Ok. Ouais, t'es une professionnelle.
Pas des topinambours encore, mais. Je pense que là on est bon. Tu vas faire un travelling. Tu fais un travelling avant. Oh, c'est trop beau. Après avoir découvert qu'en fait les topinambours c'est plutôt bon et qu'acheter en vrac ou de seconde main en friperie ça revient beaucoup moins cher, j'ai bougé vers Paris où mon ami Sergio a pris la relève. Alors on est là avec notre petit panier Too Good To Go. On va voir quelle surprise nous réserve ce petit panier. T'as commandé des sushis. Exactement, j'ai commandé des sushis mais c'était les restes. À quoi tu C'était les t'attends? restes d'hier. Peut-être à des sushis, ouais. Putain, ça serait ouf côté des sushis, mec. Ouais, j'ai pas commandé, c'est juste que j'ai... Oui, j'ai commandé mon panier Too Good To Go, mais en gros, là, vu qu'il est 14h30, bah en fait, ils ont des restes. Parce qu'ils ont pas vendu de l'heure de déjeuner, ils ont des restes. Et ils vont me donner tout ce qui est resté. Et voilà, on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Ces petites collations et l'avenir. Ouais. Ça fait quoi de sauver le monde, Sergio? Bah, je me réjouis, je le fais assez souvent, donc on pourrait me dire que je suis un peu un Avenger de Bastille. Ce que j'ai privilégié en fait, c'est toujours le marché d'occasion, que ce soit pour mon vélo, que ce soit pour mes vêtements, avec Vinted, et même il y a des choses sur Vinted que j'aime pas, notamment la livraison, par exemple tous les cartons où il faut emballer les vêtements. Je suis pas trop d'accord, mais bon, je l'utilise quand même parce que c'est déjà mieux que passer par la fast fashion, etc. Comme je te l'avais dit, par exemple, la moitié du mobilier de chez moi, même 3/4 du mobilier de chez moi, c'est du mobilier d'occasion que j'ai acheté sur le Bon Coin. Du coup, au final, le canapé m'a coûté 50 €, alors que le monsieur qui me l'a vendu, ça lui a coûté 350 à peu près. Bénéfique pour le porte-monnaie, ou même la santé, si l'impact positif sur l'environnement des éco-gestes reste limité, ils ont au moins l'avantage d'améliorer rapidement la vie de ceux qui les pratiquent. Et comme Sergio avait réussi à attiser ma curiosité sur les entreprises qui essaie de faciliter les éco-gestes, j'ai décidé d'aller jeter un œil à une épicerie engagée contre le gaspillage alimentaire. Pour les œufs, par exemple, ici, il y a encore 5 ans, c'était 1 milliard d'œufs qu'on jetait en France. 1 milliard d'œufs par an? Par an, en France. C'est vrai que c'est... c'est des chiffres qui donnent un peu le vertige. Ouais, c'est clair. Et ces œufs-là, normalement, ils auraient dû être aussi jetés. Parce qu'en fait, ces œufs-là, ils sont un tout petit peu plus petits que la moyenne. Vous voyez, elles ont pas forcément la bonne couleur. Ok. Alors que ça, c'est juste la peau. Hein. C'est normal que... ouais, c'est comme une grande beauté, quoi. Enfin... Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a aucun problème. Ça s'épluche... Il n'y a pas de marque, on va dire, sous la chair. Le premier magasin, il a ouvert à Cesson-Sévigny, donc en Bretagne. Pourquoi en Bretagne? Parce que la Bretagne, c'est la première région agroalimentaire de France. Donc ils se sont rapprochés des producteurs et du coup du début de la chaîne de la distribution. Pouvoir intervenir aux différents endroits. S'il y a un problème avec le producteur en a trop produit, on intervient. Si après le transporteur ne peut pas transporter autant de produits, on intervient. Si le stockeur se rend compte qu'il y a trop de produits ou qu'il y a eu des erreurs et que les palettes reviennent, on intervient. Et puis une armoire vide, ça veut dire qu'il y a moins d'offres dans l'anti-gaspi. Du coup, c'est peut-être pas bon pour nous, mais quelque part, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a moins de gaspillage. Pourquoi autant de gaspillage? On a peur de manquer. Donc on produit et on achète bien au-delà de nos besoins. Et quand ceux-ci sont satisfaits, on jette simplement ce qu'il y a en trop. Bonjour, j'essaie d'aller direction de la première aire d'autoroute vers Orléans, Chartres. Dommage, j'y vais pas jusque là, désolé. Vous allez jusqu'à où? Ah ouais, c'est un peu court. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Mais aurions-nous moins peur du manque si nous étions plus autonomes pour subvenir à nos besoins vitaux? Attends, Jacques, c'est lui. Ouais. Il a grandi l'autre alors. Et Sergi a bien grossi, ouais. Je filme l'arrivée. Je filme l'arrivée, mec. Ça, c'est une arrivée de fou. Mais attends. La petite chèvre aussi. C'est vous qui avez construit le pont? Ouais, le petit pont, ouais, il est tout méchant. Putain, il est marrant. Il bouge, mais il fonctionne. Hein. Ok. Il y a 2 ans, Nicolas est venu aider son ami marin à réaliser son rêve de gosse. Construire sa propre maison et vivre en autonomie, en eau, nourriture et énergie. Cet hiver, ils ont décidé de se focaliser sur la construction. Et quand vous êtes arrivé, il y avait quoi comme aménagement seulement la maison derrière? Et quand on est arrivé, il n'y avait que la maison métallique, voilà, donc on était à 4 là-dedans.
et ensuite on a pu se disperser. Ouais, parce que maintenant, il y a ta maison qui va être là-bas. Voilà. Et toi, ce qui t'a motivé à venir ici au tout début, c'était plutôt quelle raison de commencer ce projet? Et bien, c'était une suite logique de choses. Hein. Je captais que mes études, moi, ça me plaisait pas. Et je voyais par les informations là que le monde se barrait un peu en couille. Donc je me suis dit... et puis même, il y a eu cette proposition aussi de Marin, du coup, qui nous a invités par message. Donc tout ça s'est fait naturellement. Et voilà. Et puis c'est pour éviter... Enfin voilà, je suis arrivé ici comme ça, tu vois, je me suis glissé, voilà, c'est le chemin qui m'a été proposé, quoi. Et je l'accepte avec plaisir. Ah, c'est beau. Et ce qui fait que, quand même, vous étiez 4 au début, il y en a 2 d'entre vous qui sont partis, mais toi, tu t'accroches, tu restes, ce qui fait que tu choisis de rester, c'est... Et parce que c'est génial de vivre ici, c'est juste kiffant. Tu travailles pour toi-même, tu vois les choses évoluer, puis même le cadre est génial, tu es avec les petits chiens, t'es tout seul des fois comme ça, tu te balades, c'est magnifique, c'est la meilleure vie qui soit possible. Vous m'avez dit, au début ça a été assez rude de construire tout ça, mais au final, ça a l'air de valoir le coup. Ouais, bah ouais, hein. Même rude, c'est plaisant en fait, mais ouais. C'est même pas que ce soit difficile, c'est juste que c'est plaisant d'assembler du bois, de couper, je sais pas, le travail manuel, quoi, c'est kiffant. Il y a plus que d'être sur un ordi ou un bordel comme ça, quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, il y a des gens, ils jouent à Minecraft, vous faites ça en vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai que t'as une maison, mec. T'as 23 piges, t'as une maison à toi de... elle va faire combien? 64 mètres carrés. 64 mètres carrés. Sans compter la mezzanine. Sans compter la mezzanine, j'avoue. Tu rajoutes 32 mètres carrés. Ouais. Voilà. Putain, la maison, quoi. Quand j'étais passé l'été précédent, Nico m'avait montré tout ce qu'ils avaient fait pousser sur leur terrain. Plus le projet avance, et plus je suis fasciné par leur progrès vers la création d'un petit paradis abondant en eau et nourriture. Vivre en autonomie, ça donne une sensation de puissance face à un potentiel effondrement de la société. Et en même temps, on fait encore partie du monde. Et le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas devant un grillage en métal. Alors quelles solutions existent pour avoir un impact global ? J'ai eu la chance d'être pris en stop 1 an plus tôt par un homme très sympathique qui était tellement attaché à son village qu'il s'est présenté aux élections municipales et en est maire depuis 2014. Et il a même fini vice-président du conseil départemental de l'Hérault, délégué à l'environnement. Comme il m'avait offert 2 livres qu'il avait écrits pour sensibiliser à l'écologie, ainsi que sa carte de visite, j'ai pu le recontacter et aller à sa rencontre à Montpellier pour discuter un peu plus du rôle de politicien face à la crise climatique, la pollution et notamment la pollution du plastique au bord des routes. Avec ma collègue qui est élue avec moi, on organisait déjà, il y a une dizaine d'années, chaque année avec les services des routes, le personnel et la population, le nettoyage des bords de route. Et là, ça se fait maintenant à l'échelle départementale, sur les axes principaux. Donc vous avez été à l'origine de ça, voilà, oui. Et ça, c'est le nettoyage des routes à échelle départementale. Ça se fait à échelle départementale et c'est vraiment une fierté pour nous parce que c'est des quantités vraiment importantes, c'est une grosse communication, mais ce qui me dérange c'est que chaque année il y en a un petit peu plus de déchets, il y en a un petit peu plus. Quand on voit les axes routiers, je parle des autoroutes, notamment nous on a la 9, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, c'est autour de 50 000, 60 000 véhicules le jour, avec 15%, 20% de camions, et les chauffeurs, par rapport au rendement, à la rentabilité, ils ne s'arrêtent plus. Ils urinent dans des bouteilles plastiques qu'ils jettent par la fenêtre. Alors en bord de route, bord d'autoroute essentiellement, c'est des bouteilles d'urine tout le long. Donc ça interpelle. Ils n'ont même plus le temps de s'arrêter. Et même pour leurs besoins, ils ne s'arrêtent plus. Ça interpelle et c'est choquant. Alors c'est vrai que quand même, les politiques, je parle surtout des politiques au lieu que ce soit le président de la République, le ministre, les parlementaires, les députés, sénateurs, c'est à eux à montrer peut-être l'exemple, à expliquer, à communiquer, mais peut-être différemment qu'actuellement. Je leur dis voilà, il va se passer ça. On est au pied du mur. On a des solutions, on écoute les scientifiques, on fait confiance aux scientifiques, on a la preuve qu'il y a ce bouleversement du climat
et vous devez agir. Travailler différemment, consommer surtout différemment, et ensuite, à partir de là, chaque citoyen est responsable, et c'est le citoyen qui va comprendre très rapidement ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et c'est pas parce qu'on change nos habitudes qu'on va être malheureux. Bien au contraire, il faut rebondir et peut-être utiliser ce changement de comportement pour vivre différemment et peut-être plus heureux. Nos politiciens ont un grand pouvoir dans la question environnementale. Cependant, quand ils ne se montrent pas à la hauteur de leurs engagements une fois élus, que peuvent faire les citoyens pour remettre les dirigeants face à leurs responsabilités? C'est pour répondre à cette question que je me suis rendu à Bruxelles alors que des activistes et des députés s'étaient réunis devant le Parlement européen pour aller défendre un moratoire contre l'exploitation des fonds marins. On est peut-être en train de saccager notre première et notre dernier en même temps allié face au dérèglement climatique, l'océan, particulièrement l'océan profond, à qui on doit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire et qui séquestre naturellement un tiers du carbone qu'on émet. What is happening with deep seabed mining? We have a threat, an industry that is staring us in the face at a time when we need to protect the Earth's resources, the biodiversity, the health of our planetary systems. Deep seabed mining is potentially a destructive force that would irreversibly damage thousands of kilometers of the deep seabed, killing everything in its path. But the good news is, it is something that we can stop. We can prevent this industry from starting. And that's what this campaign is about. That's what the Look Down campaign is about, and that's why we are all here today. On a porté le moratoire au Parlement européen à plusieurs reprises, dans tous les parlements nationaux de différents pays du monde, comme par exemple à l'Assemblée nationale en France. De plus, on a plusieurs États qui ont entendu raison et qui ont pris position pour stopper cette folie. Et ça, on l'a obtenu grâce à vous, mais vraiment simplement. Pour moi, c'est le meilleur exemple que l'activisme marche, l'activisme fonctionne. On commence à faire trembler Goliath. Et ça, c'est super puissant. Donc plus vous êtes nombreux, plus inlassablement vous êtes là pour les interpeller par ces stratégies de lobbying, par votre présence sur le terrain, par peut-être demain, si ça devient nécessaire aussi, la désobéissance civile non violente. On va utiliser tous les moyens possibles jusqu'au dernier recours pour faire en sorte de protéger les fonds des océans et avec ça, ce qui nous reste aussi de dignité. Merci à chacun et chacune d'être là. Alors que ces femmes partaient vers le Parlement pour débattre, j'étais gagné par un certain enthousiasme et une grande curiosité du milieu militant. Par le bouche à oreille, j'entends parler de l'Académie du climat à Paris. Un endroit parfait pour se renseigner, mieux comprendre les enjeux politiques et environnementaux et surtout rencontrer des personnes qui ont déjà bien cheminé sur leur relation à l'écologie. What made me have a good mental state was building really a community with those activist friends that I made along the way. I think that's what was the most regenerative because instead of not feeling powerless, we actually feel powerful. And what we need to do is think about how we can reach the positive scenarios, how we can change our day-to-day lives, change our activism, change our politics, what we can do like tomorrow or even today so that we get one step closer to the world we want. I mean, the whole issue at stake is that the world that we cherish is threatened, but we have to consider what it is about the world that we want to cherish and why do we want to cherish it. Fréquenter le milieu militant m'a effectivement donné une bonne dose d'espoir et d'enthousiasme. Galvanisé par cette énergie, je me suis dit que ce serait bien de prendre part à une action de grande ampleur. Un pote m'a alors parlé d'une manif contre des méga-bassines. Comme je trouvais le nom plutôt rigolo, je lui ai dit que j'allais m'enseigner. En fait, pour survivre aux sécheresses de l'été, certains agriculteurs ont décidé de construire des cuves de la taille de 260 piscines olympiques qui pomperaient l'eau des nappes phréatiques en hiver, moment où elles sont en surplus s'il pleut, pour réduire les prélèvements pendant l'été. Ainsi, ces méga-bassines sécuriseraient l'irrigation de ce qui finira dans nos assiettes. Mais il y aurait quelques problèmes. Les pluies sont parfois rares, donc pomper en hiver en plus de l'été menace l'avenir des nappes. Sans oublier que l'eau stockée en surface risque de stagner, favorisant ainsi le développement d'algues et de parasites, ou même, elle pourrait simplement s'évaporer. De plus, cette eau servira une agriculture productiviste, qui fait pousser du maïs destiné à être envoyé à l'étranger pour nourrir du bétail. Tout ça pendant que la majorité des agriculteurs
qui n'a pas accès aux bassines se retrouve privé d'eau pour faire pousser ce qui nourrira la population locale. Donc, on privatise de l'eau pour défendre le système productiviste, au risque d'aggraver la situation locale et aux dépens de la mise en place de systèmes plus résilients face au réchauffement climatique. Finalement, ça semble pas génial comme idée. Je dis à mon pote que je vais le rejoindre. Cependant, à quelques jours de la manif, on me recommande de venir avec des équipements de protection. J'apprends ensuite que la manif a été déclarée interdite par la préfecture et mon pote me dit que finalement, il ne viendra pas. Là, je m'interroge. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Aujourd'hui, nous sommes encore plus nombreux qu'en octobre. Le but du jeu est d'approcher le chantier par tous les côtés, de l'entourer. Donnons-nous la main, faisons une chaîne humaine. L'objectif est d'encercler tout l'édifice, d'y pénétrer à des dizaines de milliers et que chaque équipe plante son drapeau sur le chantier. Chaque équipe aura un animal totem, une couleur et un drapeau sur lequel se réunir. Vous faites partie de l'équipe jaune, vous êtes une loutre. Nous sommes des loutres. 30 000 citoyens ont eu la volonté de se mobiliser pour cette action du dernier recours face à un projet incohérent avec l'évolution du climat. Face à eux, le gouvernement a déployé 3000 forces de l'ordre avec gaz lacrymo, LBD et grenades de désencerclement, juste pour défendre un gros trou dans la terre. Derrière, avance. Qu'est-ce que c'est que ce truc là au milieu de... Putain, mais c'est... La manifestation s'est arrêtée après environ 2 heures. Trop de blessés. Qui aurait pu prédire que le projet des méga-bassines engendrerait tout ce chaos ? Je me sentais confus par les événements. Que penser de ce que j'ai vu ? Quel impact aurait pu avoir la manif dans le meilleur des cas ? La répression du gouvernement n'était-elle pas disproportionnée ? Comment pourra-t-on trouver une entente après autant de violence ? Ce que je sais, c'est que j'avais besoin de faire une pause avec tout ça. Le climat, l'activisme, la politique. Un pas de plus, et ce serait dépasser mes limites. C'est plus quoi comme binous? Ça c'est de la pils. Ok. Hop. Putain, stylé. Et ensuite il faut un truc qui te colle au corps, non? Bah ouais, pour tenir la journée. Tiens, une triple. Waouh. Une triple bio. Attends que je la fasse pas tomber. C'est bio en plus? Ouais, bio. Bah écoute, nickel hein. Avec plaisir. Trop cool. Merci beaucoup pour le ride, hein. C'est grave cool. Avec plaisir. J'ai été scout pendant 14 ans. 14 ans? Ouais, j'ai été à ta place pendant un moment. Bon ben merci beaucoup hein. Ben merci à toi, ça m'a occupé. J'aime le paysage. Bah, sympa. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouais, personne. L'humain fait partie de la nature.
D'une manière, me reconnecter à son rythme, c'était aussi me reconnecter au mien. En plus, j'ai lu dans un bouquin que le temps passé dans la nature favoriserait les émotions positives, offrirait un air de meilleure qualité et réduirait l'apparition de maladies cardiovasculaires, respiratoires et psychiatriques. J'ignore à quel point c'est vrai, mais en tout cas, je me sentais détendu. Life is old there, older than the trees, younger than the mountain, blowing like the breeze, country road, Cependant, take me home. est venu le moment où mes réserves de nourriture se sont épuisées. Nos ancêtres auraient sans doute été capables de reconnaître les végétaux comestibles autour de moi, mais ce genre de connaissances ne se transmet plus trop depuis qu'on s'est enfermé dans les grandes villes. J'étais peut-être dans un supermarché naturel, mais étant un analphabète des plantes, il m'a fallu revenir à des supermarchés plus modernes. Est-ce que tu tiens en tailleur à tout hasard? Je vais faire un effort. Ouais. À ce moment-là, j'étais censé retrouver des amis à Cracovie pour rejoindre une nouvelle fois la course d'autostop Cracostop. On fait de la place. Et comme j'avais du temps devant moi, je me suis dit que ça pourrait valoir le coup de lever le pouce jusqu'en Pologne et simplement kiffer le moment, les paysages, les Je me rencontres. mets dans ce sens-là, je vais mettre les jambes sur le côté. Pas trop bien. Mais je trouve que la déco de ta voiture est grave sympa. Je l'ai décoré parce que je partais En festival? Ouais, je me suis dit, je vais vivre dedans, il faut que je mette un peu De vie. de déco, la petite carrière. Et toi, t'as fait un autostop dans ta vie ou Avant d'avoir le permis, beaucoup, ouais. J'étais en teuf. Rave party et du coup, tous les week-ends, c'était La petite le aventure. le stop jusqu'à la soirée. Porte bonheur. Avec Nico et Sofiane. Et on va vous allez me déposer jusqu'en Roumanie et ils vont me déposer moi à Ljubljana. On va traverser toute l'Italie ensemble, c'est assez fabuleux. Je pense qu'on sera au-delà de minuit, hein, parce qu'il est déjà 11h30 là. Bah ouais. Bon, en tout cas, le temps il passe agréablement bien avec toi. Hein. Ah merci. Je te jure. Hein. Puis là avec ça, le nous fait café. ça nous fait de la conversation. J'ai peur qu'il s'endort le Nico là. On va aller le voir. Aller jusqu'en Roumanie n'était absolument pas dans mes plans. La route serait très longue et m'éloignerait de la Pologne. Mais comme les gars étaient sympas, je me suis dit que ça serait cool de les accompagner jusqu'au bout. Ça va. Ouais, c'est frais en Hongrie. Quel froid. On a finalement atteint la Roumanie et mes nouveaux amis m'ont déposé à Timișoara. La fatigue commençait à se faire sentir. Mais curieusement, j'avais encore suffisamment de déter pour demander l'hospitalité à des locaux. Les gens ne disent pas toujours oui. Par contre, ils aiment bien partager la culture de leur pays. Trika? Ok. Cheers. What do you say for cheers in Romania? Norok? Yeah. Okay. Après une dizaine de demandes, je rencontrerai finalement Alex, qui sera ok pour m'héberger. Mais c'est bon, il y a beaucoup de gens qui parlent français en Roumanie ou pas? Normalement, c'est le plus francophone pays dans l'Union européenne. Ok, Ouais, d'accord. sérieux? Ok. Sérieux? Bon, ben cool. Donc, normalement, ouais, mais je sais pas. Ok. Ah, c'est Polinka. Oh là là. C'est quoi? Bah, ça, c'est un tequila romain. Ok. C'est comme tequila, c'est comme vodka, c'est un petit peu, maman. Ouais, c'est. Versago, Ok. Versago. Ouais, le te României. Ça te rappelle. Ok. Non, gusta. Gusta, ça je comprends. Gusta. Ah. No. Comment tu. Non, oui. Nobok? Novok. Norok. Bine te-am găsit. Norok. 3. 4. Waouh. Bogătană sau un bogătan, paci bine era săracul. Ah ouais, ouais. Elle a dit que peut-être c'était mieux pour toi si tu as trouvé quelqu'un qui est plus riche comme nous. Mais voilà. Uite, filmează pe Alex. Filmează. Oh putain. Ça c'était moi, ouais, dans les Et Jésus-Christ, oui, bien sûr, on sait. Ouais, t'aimes bien le Dieu, ouais. Oui. Au revoir, ciao.
Elle me fait trop rire, elle est trop cool. Je saurais jamais assez te remercier pour tout ça, franchement. C'est un plaisir. Ouais, bah merci, un énorme merci, vas-y, adore. Et du coup, t'as fait beaucoup de stops pendant le régime communiste? Ben, en Pologne, tu sais, c'est un paradoxe parce que c'était beaucoup plus commode et beaucoup plus rapide que les trains et les bus. Parce que les trains marchaient mal et ils étaient pleins. Les bus, la même chose, en Pologne. Et encore aujourd'hui, en Europe, les problèmes avec les trains persistent. Retards fréquents, trajets très longs, prix exorbitants, tout le contraire de l'avion qui gagne en popularité alors qu'il faudrait limiter au maximum nos vols qui sont de vraies catastrophes pour l'environnement. Ainsi, comment peut-on aller découvrir le monde sans trop le détruire? En attendant que nos systèmes ferroviaires s'améliorent, il nous reste d'autres alternatives. Quand je vois le nombre de gens qui voyagent seuls sur les autoroutes, je me dis qu'il reste encore beaucoup de sièges libres pour ceux qui veulent faire du covoiturage ou du stop. Après quelques jours de voyage, je retrouve enfin mes amis à Cracovie sur la ligne de départ de Cracostop. Une course d'autostop où 250 équipes de 2 personnes sont en concurrence cette année pour aller de Cracovie à Comacchio, une ville dans le nord-est de l'Italie. Alors que Théo sera en équipe avec Kinga, sa copine, je serai accompagné de Timea, qui est également championne de kickboxing de Slovaquie et sans doute une des personnes les plus déterres que je connaisse. Where are you from? Well, we are French and Slovakia. Nice. Yeah. Cool. Why Polish race? I did it last year. And it was really fun. So you were here last year too? Yeah. Okay. Aspetta un po', per favore. There are two. I'm not going to Katowice or anywhere. Thank you. Living too close. Okay, no problem. Okay, Yes. no problem. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I'm from France. I'm from Slovakia. Timea. I'm also French. Oh! Tu viens d'où? De Rennes. Rennes. Wow. La coïncidence. You're also French or? No, I'm Polish, but I speak French. Okay. So French is everywhere during this trip. Wow. We are going like home. No. Thank you very much. So much. So going to München. Yeah. Dankeschön. If you go beyond Munich, there is a petrol station just after Munich, so it will be. I will show you. Of course, I have to put out the bell. Okay. Okay. 10 p.m. Thank you, bye. What time is it? Midnight, midnight, right? Yeah, right. Right. Okay. Really, Baptiste? Really? Important stuff. I need to attract the people. Comme très peu de voitures s'arrêtent sur les aires d'autoroute après minuit, j'étais convaincu qu'il serait désormais impossible d'avancer. Et je suis allé m'opposer. Mais Timea est restée éveillée pour demander de l'aide aux rares personnes qui s'arrêtaient faire le plein, et après 3 heures de recherche, elle est tombée sur quelqu'un qui allait jusqu'à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Comme quoi, quand on croit à fond en quelque chose, on peut en faire sa réalité. J'imagine que c'est avec cet état d'esprit qu'elle gagne toutes ces compétitions de kickboxing. È molto gentile perché ho parlato con tante persone adesso. Ho visto, so che è difficile. Sì. Guarda, se non fossi stata sola avrei detto subito sì. Però da solo qua. Ma è davvero coraggioso così. Sì. On arrivera 13e sur 250. Et surtout, avant Théo et Kinga. Nous avions beau être des étrangers parmi tous les Polonais, nous étions très bien inclus. C'est fou de constater tous les liens qui se sont créés entre des cultures qui ne se connaissaient pas depuis le début de cette aventure. De voir qu'au final, il nous suffit de partager quelques histoires, de la musique, du pain et des jeux. Et si de parfaits inconnus peuvent coopérer sur des choses simples, peut-être qu'on aura moyen de coopérer sur des questions vitales, comme la crise climatique. D'une manière, je crois que la route me donnait depuis le début une partie des clés dont j'avais besoin pour trouver la sérénité, que ce soit par rapport à l'environnement ou la vie en général. Déjà, il faut entretenir son sens de l'humour
ou au moins sa bonne humeur. C'est facile de l'oublier après avoir attendu des heures sous le soleil ou encaissé une 50aine de rejets. Pas évident de garder le sourire dans ces situations. Et pourtant, c'est là qu'il faut prendre les choses avec légèreté et aller chercher la joie qu'on a au fond de soi, même quand il en reste très peu. Parce qu'envoyer du bonheur aux autres, c'est la meilleure manière d'inspirer la confiance et l'enthousiasme. Puis, il y a la gratitude. Personne n'a l'obligation de nous tendre la main, de nous écouter. Rien ne nous est dû, rien n'est acquis. Et alors que je marchais parmi les ruines de Pompéi, que je faisais face à un groupe de personnes qui se sont faites bien cramer la gueule par l'éruption du Vésuve il y a quelques siècles, je me suis rappelé que même nos vies ne sont pas acquises. Un accident ou une catastrophe naturelle pourrait nous la prendre d'une minute à l'autre. Je crois que ça fait une bonne raison de savourer chaque seconde qui nous est donnée. Et puis, il y a le lâcher-prise. Comme disaient les philosophes stoïciens, il est important de savoir distinguer ce qu'on contrôle de ce qu'on ne contrôle pas. Je ne peux pas forcer un automobiliste à m'embarquer avec enthousiasme. Je ne peux pas non plus obliger un climato-sceptique à manger moins de viande. Et je peux encore moins mettre fin au réchauffement climatique à moi tout seul. Par contre, je peux partager mes expériences, mes opinions et m'exercer à avoir un style de vie qui m'épanouit tout en respectant l'environnement. Dans la question environnementale, le maître mot de l'encyclique du pape François, Laudato Si, c'était « tout est lié ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la question de la protection de l'environnement, de la protection des plus faibles, de la justice sociale, du respect de la vie. En fait, tout ça, c'est une démarche globale qui engage nos vertus, notre modération, notre tempérance, modérer nos appétits, pour apprendre du coup à ne pas abuser des richesses que la nature nous donne à profusion. La nature reste la bosse. Sans elle, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne respire pas. Mais si on la respecte, si on apprend à prendre soin d'elle, elle peut se montrer très généreuse. C'est avec cette idée en tête que je me suis rendu à Terre et Humanisme, un jardin pédagogique ayant le but de transmettre les fondements de l'agroécologie, une approche de l'agriculture plus durable et résiliente, dont la base est de nourrir le sol qui nourrit la plante, c'est-à-dire en utilisant des engrais naturels et en entretenant la biodiversité. Pour prouver l'efficacité de ce modèle, l'agriculteur Pierre Rabhi a fondé Terre et Humanisme sur le pire terrain possible, sableux, aride. Et 25 ans plus tard, on est passé d'un terrain avec quelques vignes à un jardin aux 1000 couleurs. Le meilleur cadre pour nouer un vrai lien avec la terre et le cycle du vivant. Il y a de la vie dedans. Et de la vie. Il y a de la vie. Les tomates, en fait, elles font des racines à partir de la tige. Donc en fait, on peut vraiment bien les enfoncer. On la lève du pot et on peut enlever les premières feuilles. Même celle-là, je peux l'enlever. Et je vais faire un trou jusqu'ici. Ah oui, d'accord. Voilà, on enterre vraiment tout ce qu'on peut, quoi. Voilà. Et là, on vient. Et le paillage, du coup, c'est pour empêcher l'évaporation, en fait. Voilà. Préparer les sols, planter les graines, arroser, pailler, tutorer, entretenir, et un jour récolter les fruits de notre travail. J'avoue que j'ai carrément bien mangé ici. Et bonus, je n'avais pas besoin de me prendre la tête avec mon empreinte carbone, vu que presque tout ce qu'on consommait était produit sur place. Et que les quelques déchets que nous produisions étaient organiques et pouvaient donc être utilisés au compost ou pour nourrir les poules. Je prenais conscience de tout le travail qu'il y a derrière nos aliments et me faisais la remarque que c'est dingue qu'à peine 2% de la population œuvre à nourrir le reste, tout en étant mal payé et mal considéré. On prend trop ça pour un acquis quand on croit que la nourriture pousse dans les rayons de supermarché.
vu que tu as vécu en milieu très très urbain, genre Paris, La Défense, et que tu es maintenant passé dans un milieu carrément rural, qu'est-ce que tu aurais constaté comme principale différence sur ta manière de concevoir le monde ou peut-être simplement ton bien-être? C'est un peu bateau de dire ça, mais il y a l'aspect reconnexion au vivant, à la nature qui est très fort, dans le sens où quand tu vis en ville, tu es souvent coupé de la saisonnalité, que ce soit du temps, des fruits, enfin de la saisonnalité, même des aliments même. Tu t'es coupé un petit peu de ce qui se passe, un peu des changements que tu peux observer dans l'environnement, ça tu le vois assez peu en ville. Le changement climatique par exemple, tu le vois beaucoup plus dans des lieux comme ici. Moi l'année dernière, je me réveillais le matin avec des odeurs de brûlé parce que j'avais des incendies autour de chez moi par exemple. Ça en ville, je pense que tu l'as pas trop. Donc ça c'est des choses qui te marquent. Quand je suis finalement revenu en ville, mon regard était différent. On a voulu créer un paradis où on triompherait de la faim, de la souffrance, de la mort. Et il fallait bien essayer. Mais nos créations sont devenues des démons incontrôlables. Dans nos cages de béton et de pixels, nous oublions l'essentiel. Nos canapés atrophient nos corps, tandis que la publicité et nos divertissements incessants détournent notre attention vers des mondes virtuels et des désirs de toujours plus, qui ne servent qu'à faire tourner ce système. Le consumérisme nous matrixe à croire que la consommation, la croissance ou le progrès nous émancipent. Mais plus on a de technologie, plus on oublie qu'on a besoin de liens avec la Terre et nos semblables. Le confort qui était censé nous aider, nous faire économiser du temps et de l'énergie, a fini par tout polluer. Notre air, nos esprits et nos cœurs. Pourquoi cette société, qui pose en exemple de réussite absolue, est-elle aussi à l'origine d'autant de solitude, de stress et de dépression? La bonne nouvelle cependant, c'est que la nature et ses limites restent nos limites. Le confort moderne dépend de ressources qui s'épuisent petit à petit. Le monde de l'obsolescence est lui-même obsolète. Ainsi, la crise climatique est peut-être une alliée qui nous pousse vers un retour à l'essentiel, dont l'éco-anxiété ne serait que la porte d'entrée. Et c'est là que la liberté commence vraiment, puisque c'est là qu'on a l'occasion de réinventer le monde, en choisissant ce qu'on veut garder des anciens, tout en apprenant de ce qui n'a pas fonctionné. Il est temps de repenser entièrement nos imaginaires, nos modes de vie, nos valeurs, d'utiliser les changements environnementaux à notre avantage pour des existences plus heureuses et pleines de sens. L'été arrive enfin, avec des canicules et sécheresses toujours plus lourdes. Et on sait que ce n'est que le début. Alors normal, on n'est pas rassuré. La crise climatique est peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais connu. L'impact sera global, la réponse devra l'être aussi. Mais nous adapter et fédérer autour de la préservation du vivant va demander beaucoup de travail. Alors il est temps de faire évoluer notre anxiété en sagesse, en courage, en enthousiasme, en détermination. D'un côté, il faudra militer et informer. D'un autre, imaginer et construire. Et dans tous les cas, se rassembler et avancer. Une société résiliente et en harmonie avec le vivant peut émerger si chacun y dédie ses talents et son énergie. Et comme le temps nous file entre les doigts, c'est maintenant qu'il faut commencer. Prendre une grande inspiration, ouvrir les yeux et passer à l'action.